Je peux le dire, très surpris de l'ambiance qui prédominait quand je suis entré dans la salle, où je disais c'est pas tout à fait un salon comme les autres, quoi. Et c'est très sympathique, c'est dans les échanges, c'est dans la complémentarité, etc. Donc je suis écologue, je fais de la recherche en écologie végétale au CIRAD à Montpellier. Et un écologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux interactions entre le vivant et l'environnement. Mais des interactions sous toutes leurs formes. Et une des interactions, c'est aussi celle de l'homme avec le reste de l'environnement. Bon, lors de la table ronde de tout à l'heure, j'en ai un petit peu parlé. Et Geneviève Michon avait dit la même chose aussi. Quand on est scientifique, alors on ne renie pas son travail, et c'est surtout pas mon intention de le faire, mais on s'aperçoit quand même qu'on reste toujours à distance des choses que l'on étudie. En l'occurrence, pour nous, c'est le vivant. Et finalement, moi j'ai toujours été taraudé par la question de me dire ce que je suis en train d'étudier, finalement, c'est quoi ? Et donc j'ai eu envie d'aller un petit peu au-delà. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre dont parlait Tanguy, À quoi pensent les plantes. C'est aussi, comme le disait Francis Allais, cette altérité qui nous est vraiment inconnue et dont on a tout à découvrir, qui m'a également taraudé. Et donc l'exercice que je vais faire, l'exercice impossible que je vais faire ce soir, mais je vais essayer de m'en rapprocher, c'est de me dire finalement, si j'étais moi-même un arbre, comment je serais au monde, comment je percevrais le monde. Donc l'idée de penser comme une plante, hein, qui est le titre de mon livre, bon, je ne suis pas là pour faire la publicité de mon livre, mais je reviens sur ce titre, c'était en reprenant une expression d'Aldo Léopold, un grand écologue, philosophe du milieu du XXe siècle, qui a écrit un très beau livre, Almanach d'un comté des sables, où il entend un moment le cri du loup, et il se dit, pour bien interpréter le cri du loup, savoir tout ce que ça représente, finalement il faudrait être comme une montagne et penser comme une montagne sous toute sa diversité pour être capable d'aller jusqu'au creux de ce que représente le cri du loup, qui parle finalement à toute la montagne, mais que chaque élément de la montagne perçoit de manière différente. Donc voilà comment j'ai procédé. Et évidemment, comme je le disais, la chose n'est pas simple. Alors penser, c'est aller évidemment beaucoup trop loin, hein. Il faudrait avoir un cerveau pour cela. Mais néanmoins, on peut se pencher sur ce qui peut être l'intériorité d'une plante. Alors on verra que c'est délicat de parler d'internalité, parce qu'il n'y a pas de milieu intérieur dans une plante. Une plante est tout en surface et tout en extériorité, mais néanmoins, on peut parler d'intériorité. Alors pourquoi parle-t-on autant des plantes aujourd'hui, et puis de cette nouvelle approche, en quelque sorte, enfin qui n'est pas nouvelle, mais disons qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus que dans le passé. Je n'ai pas forcément la réponse, mais je pense que c'est dans le sens du moment, où on sent qu'on perd quelque chose, on perd une prise avec le vivant, et on a tendance enfin évidemment, naturellement, on veut retrouver cette prise avec le vivant. Oui, je bouge beaucoup des mains, donc j'envoie des faux signaux, pardon. Et les éthologues, donc ceux qui étudient le comportement des animaux, se sont aperçus que finalement les animaux aussi étaient intelligents, pouvaient avoir une forme de conscience, même si c'est encore débattu, pouvaient avoir conscience de la mort, notamment. Et puis évidemment, c'était très tentant de faire le passage vers les végétaux, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et d'où la question qu'on traite ce soir. Avec tout de même, je dirais, une sorte de mise en garde ou de réserve. C'est la difficulté actuelle que l'on a de voir se déverser tout un tas d'informations sur les plantes qui tiennent autant des sciences que des croyances. Les deux sont légitimes, évidemment. Ce qui est moins légitime, c'est de diffuser des croyances en laissant croire qu'elles sont validées scientifiquement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, il faut toujours, autant qu'on le puisse, garder beaucoup de recul là-dessus et se méfier des discours, des livres, des films parfois, qui sont beaucoup dans ce type d'amalgame.
Donc voilà, le plan de ce soir, c'est tout simple, 5 parties. D'abord, si j'étais un arbre, donc comment je serais perçu par les hommes. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de mal à réaliser ce que sont les arbres. Donc et finalement, les arbres échappent à notre regard. Je serais tourné vers le dehors, c'est ce que j'ai commencé à introduire tout à l'heure, en disant que les plantes et les arbres en particulier n'ont pas d'internalité propre. Ils sont tournés vers l'extérieur. Et ça, déjà, je trouve que c'est extraordinaire, quoi. C'est digne de tout notre émerveillement. Je serai tout en sensibilité, contrairement à notre vision immédiate, notre représentation immédiate des plantes, on se dit, bon, c'est à peu près inerte, c'est bon, d'accord, c'est vivant, mais quand même, c'est pas très loin de l'inerte. Et bien, pas du tout, et on s'aperçoit depuis peu, en réalité, pas seulement depuis peu, mais on découvre de plus en plus que les plantes sont très sensibles, et parfois beaucoup plus que nous le sommes nous-mêmes à certains stimuli. Donc je vais développer ça. Je façonnerai le monde. Dans le discours dominant, bon, y compris celui de Darwin, alors je ne vais surtout pas avoir la prétention de dire que Darwin était un petit rigolo, évidemment. Mais Darwin, lui, il avait surtout étudié l'emprise de l'environnement sur le monde vivant, mais il n'a pas regardé l'autre sens, quoi. Et quand on s'intéresse aux arbres, on s'aperçoit que les arbres façonnent le monde. Ils changent le monde. Nous, on change le monde en le détruisant. Mais de manière vivante, au gré des processus vivants, les arbres changent le monde. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Et le dernier point, c'est que finalement, après avoir vu tout cela, sans prendre l'arbre pour un modèle, parce que bon, faut pas non plus usurper ce qu'on peut attendre de l'arbre. En tout cas, je pense que les arbres peuvent nous inspirer. Donc, si j'étais un arbre, je pourrais inspirer les hommes. Donc, le premier point, j'échapperai au regard des hommes. Alors, une petite question, mais j'ai bien compris que vous étiez tous des connaisseurs des arbres. Mais dans une forêt tempérée, je dirais, quelle part de la biomasse représente les arbres dans une forêt sur l'ensemble de la masse vivante, c'est-à-dire quel pourcentage les arbres représentent-ils? Bon. Une ou deux propositions peut-être? Ah ben voilà. Bon, c'est sûr que celui ou celle qui prendra la parole aura la réponse. 99 et même 99,7%. Donc ça ne correspond pas du tout à notre vision du monde vivant. Les arbres, on ne les regarde plus. Mais ça, c'est normal. C'est notre cerveau qui est fait comme ça. Il y a des neurophysiologistes qui ont étudié cela. Ça s'appelle la simplexité. Notre cerveau, il veut simplifier à tout prix. Et ce qui ne bouge pas, a priori, ce n'est pas dangereux, ça peut l'être, donc il oublie. Et dans une forêt, il va plutôt réagir aux oiseaux qui chantent ou alors à un chevreuil qui bouge, etc. Mais du coup, il oublie le reste. Et donc, on est fait comme ça. Finalement, on est fait pour oublier le vivant. Et c'est vrai que ça demande tout un cheminement. Et c'est un cheminement qui est en train de se reconstruire. Alors là, je reprends la dernière phrase de La carte et le territoire de Michel Houellebecq. C'est pas un écrivain que j'affectionne particulièrement, mais quand j'avais lu ce livre, je me disais, cette toute dernière phrase, elle représente vraiment ce qu'est le végétal. Tout à l'heure, à la table ronde, je citais Francis Ponge qui disait les animaux se sont surajoutés au monde. Et effectivement, ce sont d'abord les plantes qui ont, comme je le disais, qui ont façonné le monde, qui ont dirigé le monde, qui mènent la danse, quoi. Et les animaux que nous sommes suivent finalement et dépendent totalement de ces plantes. Et à tel point que ce succès est tellement total que, comme chacun le sait, les forêts, alors maintenant on en est à 30% à peu près des surfaces terrestres qui sont recouvertes par les forêts, mais autrefois c'était quasiment 100%, quoi. Donc une réussite totale avec une capacité de se développer dans des milieux qui sont franchement ingrats, comme dans des déserts ou sur du bitume, ce que les animaux ont beaucoup plus de mal à faire. Parce que les plantes ont vraiment investi le monde, se sont ajustées au monde. Et ça, pour moi, c'est la plus grande raison de notre émerveillement. Même sur des coulées de lave, voilà, on voit des jeunes filles là-haut là, qui se développent. Alors,
Voilà, on a beaucoup de fausses idées sur les arbres. La première, alors quand on dit cela, on cite souvent Aristote. Bon, c'est une manière peut-être de simplifier les choses, mais c'est vrai que lui, bon, disons la pensée grecque derrière lui, nous a invités, et c'est resté très longtemps comme ça, à voir les choses de manière hiérarchisée, avec le sol tout en bas, le végétal comme vague frémissement de la matière, ce que je disais tout à l'heure, l'animal qui lui devient sensible, l'homme qui en plus d'être sensible est intelligent, et puis Dieu au-dessus, de manière hiérarchisée. Alors que comme Francis Allais a été un des premiers, je dirais, non pas à le penser, mais à le dire et à le redire, il a bien raison, l'un et l'autre, évidemment, sont constitués de cellules, l'animal et le végétal, mais ont suivi des chemins complètement différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de se représenter ce chemin, cette manière d'être au monde qu'ont les plantes par rapport aux animaux. Alors, chacun sait que quand on ouvre le dictionnaire et qu'on regarde comment on définit un arbre, c'est extrêmement décevant. Sur le Larousse, je crois qu'on parle de végétal ramifié de plus de 7 mètres de haut. Voilà. Bon, franchement, qu'est-ce que ça nous dit de l'arbre? Ça nous dit surtout qu'on a du mal à se le représenter, à le circonscrire, mais ça c'est vrai. Tout à l'heure, il y avait un peintre qui était là, qui se questionnait sur la manière dont il pouvait lui-même, pourtant c'est son métier, la représentation, je dirais, comment représenter les arbres. Et on cale là-dessus, parce que, encore une fois, c'est une forme d'être au monde, une forme de vie qui est tellement différente de nous, que finalement on est plutôt tenté d'anthropomorphiser les plantes plutôt que de faire l'effort de les regarder comme telles. Là, volontairement, j'ai pris une image de photographe, comme on voit parfois sur Internet, qui rendent des plantes symétriques, alors que les plantes ne le sont pas. Et ça nous perturbe aussi. Ça nous amène à ne pas regarder. Là où il n'y a pas de plante symétrie, on a tendance à considérer qu'on est en face de quelque chose de barrant, quoi, de second ordre. Et il n'y a guère que les orchidées, finalement, qui ont un plan de symétrie bilatérale, c'est-à-dire la même chose à droite et à gauche d'un plan de symétrie. Le but étant pour ces plantes, finalement, d'attirer, pour des raisons et des subtilités que je ne vais pas détailler, des insectes pollinisateurs. Bon, alors, pardon pour la trivialité, mais quand même, dans un arbre, on n'en voit même pas la moitié, quoi, puisque plus de la moitié est sous le sol. Bon, il fallait juste le rappeler. Donc, ça aussi, c'est une réussite quand même du point de vue du végétal, c'est de... Alors, sans tomber dans des considérations ésotériques, etc., quoi, mais de relier un peu l'invisible au visible, ou le souterrain à l'aérien, le terrien au céleste, si on peut dire. Il y a quand même ça dans l'arbre. Il y a toujours cette capacité, finalement, à se saisir de l'ensemble du monde. Alors, quelque chose qu'on oublie aussi, mais c'est lié à notre propre temporalité. On voit le temps à notre mesure, nécessairement, on ne peut pas faire autrement, sauf à regarder des images accélérées, et c'est ça qui nous le révèle depuis les années 1920, où on voit des éclosions de fleurs, des germinations. On voit qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement chez les plantes. Elles ont beau être ancrées dans le sol, à une place fixe, elles sont mobiles. Bon, alors, il y en a qui pourra dire non, il faut dire elles sont motiles. Mais bon, entre motilité et mobilité, on est quand même dans la subtilité. Mais il y a un geste, il y a un vrai geste de croissance que des poètes ont eux-mêmes repéré, comme il y a Éluard, il y a Peggy aussi, qui ont très bien senti ça. Et un geste d'ailleurs très gracieux, hein, c'est pour ça que j'ai mis une danseuse à côté. On est quand même dans des gestes très gracieux dans cette gestuelle des arbres. Et finalement, quand on prend une photo d'un arbre, ben, ça ne marche plus, quoi, parce qu'on arrête ce mouvement. Et je pense que si on ressent ça, le fait que ça ne marche plus, ce n'est pas seulement parce que c'est projeté sur un plan donc en 2 dimensions, donc ça trahit un peu l'entièreté de l'arbre, mais c'est aussi parce qu'on l'arrête dans le temps. On le déforme dans l'espace et on l'arrête dans le temps. Et je pense qu'on le sent, ça, quand même, que l'arbre, de toute façon, est dans la durée, et dans le temps, et dans le mouvement.
Et puis il y a cette chose assez extraordinaire que l'arbre, voilà, en jouant un petit peu sur les mots quand même, parce que c'est un petit peu plus complexe que cela, mais il vit et il meurt à la fois. C'est-à-dire qu'en tout cas, il se renouvelle par ses bourgeons. Alors tout à l'heure, enfin, lors de la table ronde, on parlait de ce que Francis Allais présente comme entité colonière, c'est-à-dire comme une colonie. Lui, il rapproche ça des récifs coralliens, même si c'est très discuté. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en l'arbre, il y a du singulier et du pluriel. Il y a de l'unique et il y a du multiple. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, ce sont les bourgeons, la partie extrême des bourgeons, les méristèmes, qui sont des massifs de cellules embryonnaires, qui sont des sortes de fontaines de jouvence qui ne meurent jamais et qui font que potentiellement, un arbre peut rester toujours vivant. Et effectivement, dans les faits, c'est plutôt que d'une mort naturelle de lui-même, c'est ou une tronçonneuse, là il y en a une là-bas, une tronçonneuse, ou une allumette, ou un parasite, ou je ne sais pas quoi, un feu de forêt, qui font que l'arbre finit par mourir. Mais de lui-même, il a la potentialité de rester toujours vivant, mais la partie morte est au centre. C'est-à-dire qu'il s'agrandit sur l'extérieur. Et c'est ça aussi qui nous perturbe. C'est que quand on regarde un arbre, finalement, on a beaucoup de mal à ne regarder que la partie vivante. En réalité, quand on appréhende le volume, on regarde la partie vivante et la partie morte qui nous est cachée, mais qu'on met avant le reste parce que c'est ce qui représente le plus de volume. Et c'est aussi, finalement, je veux dire, quand une voiture s'encastre sur un arbre, c'est d'abord sur la partie morte qu'elle va s'encastrer. Et c'est par cette partie morte de l'arbre que la voiture finalement va être déformée. Mais la partie vivante, elle, c'est une sorte de film vivant tout autour, très, très fluide, très souple. Et si on veut vraiment regarder un arbre, et je pense que si vraiment on se laisse aller et qu'on bon, comme je le disais, encore une fois, je reviens sur la table ronde, pardon pour ceux qui n'y étaient pas, mais c'est des moments de grâce, quoi, où l'on perçoit qu'effectivement l'arbre, il est tout en souplesse, tout en fluidité, et c'est la réalité biologique de l'arbre. Le deuxième point, donc, comme je vais commencer à l'introduire, je serais tourné vers le dehors, contrairement à nous-mêmes, qui sommes, hélas, constitutivement et culturellement tournés vers nous-mêmes. Le plus merveilleux, enfin, pour moi, il y a plein de raisons de s'émerveiller des arbres, mais une des sources les plus merveilleuses, les plus dignes de cet émerveillement, c'est cette manière d'être tourné vers l'extérieur. Et c'est pour ça, c'est en étant tourné vers l'extérieur que l'arbre a réussi à conquérir l'ensemble du monde et, comme je le disais tout à l'heure, à mener la danse. Bon, quand on regarde, chacun l'a vu, quoi, hein, une image d'estuaire avec un fleuve qui se jette dans la mer et puis qui écarte ses bras d'estuaire. Et quand on regarde une silhouette d'arbre en hiver, ben, on a les mêmes représentations, on a le même graphisme. Et effectivement, l'arbre, cette gestuelle de l'arbre, mais de la partie vivante de l'arbre, est un écoulement. C'est un écoulement dans l'espace à la faveur de ces fontaines de jouvence qui sont donc à la pointe des bourgeons, là, que j'évoquais tout à l'heure, et qui font que finalement l'arbre il pousse comme pousserait alors non pas un stalagmite, mais un stalactite à l'envers, où il y a la partie vivante qui pointe et qui se solidifie, enfin se solidifie au moment où cette partie meurt, et qui se poursuit. Donc c'est toujours une forme liquide, une forme d'écoulement, et le fonctionnement de l'arbre est extrêmement fluide, contrairement à notre représentation première. Alors comme je le disais, un arbre, une plante, un arbre, jouit d'une intériorité, bon, on parlera de sensibilité tout à l'heure, mais n'a pas d'internalité d'un point de vue de l'organisme. Nous, on est plein d'organes, enfin plein d'organes, on a des organes en nous parce que nous avons
choisi, si je peux dire ça comme ça, hein, dans notre chemin évolutif animal, de garder un petit peu de ce milieu océanien d'origine, qui est devenu notre milieu intérieur, avec notre système sanguin, notre système lymphatique, qui font qu'on reproduit, on garde un petit peu d'océan en nous finalement, quoi. C'est pour ça et c'est pour ça que je disais que l'arbre, lui, au contraire, il s'est vraiment affranchi, il est allé dans le monde terrestre, bien mieux que nous, de manière bien plus aboutie que nous savons le faire. Et nous, je dirais, comment dire, exacerber un peu cela, ou expliquer en tout cas ces organes, ce qui se passe dans le développement embryonnaire. Bon, là, de toute façon, la photo est trop loin pour que chacun la voit, là, en bas à gauche. Mais il y a un moment, dans la première semaine de l'œuf, où il y a un processus d'invagination, ce qui donne lieu à la constitution de notre tube digestif, où l'amas de cellules se replie sur lui-même. Donc, de manière constitutive, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes repliés sur nous-mêmes. Donc, on est un peu condamné finalement à ne voir un peu que nous-mêmes. C'est peut-être de là dont vient notre tendance anthropomorphique que j'évoquais tout à l'heure. Pour l'arbre, rien de tout cela. Pour la plante, tout est tourné vers l'extérieur, tout est en surface, tout est en interface, tout est en, si je peux dire, dialogue avec le monde. Et cela par toutes les cellules. Puisque nous avons des organes spécialisés, enfin, on a des oreilles pour écouter, un nez pour sentir, des yeux pour voir. Alors, je ne vais pas faire la comparaison immédiate avec les plantes qui n'ont pas de sens, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne sentent pas. Bon, après, on peut faire des analogies avec d'autres formes de perception. Mais en tout cas, toutes ces formes de perception qui sont propres au végétal sont mobilisées par toutes les cellules. Donc, c'est une manière d'être en interface avec le monde qui est totale. Nous, on est en interface avec une petite partie de nous-mêmes, finalement, avec notre sensorialité. Bon, peut-être un petit peu plus que cela, alors que la plante, elle est totalement tournée vers le monde. Dans cette manière à la fois de mauvaise représentation de notre part et puis d'être tourné vers le monde, il y a un fait qui est extraordinaire et qu'on oublie. Je pense parce que notre cerveau veut l'oublier, parce qu'on le sait tous, on a tous remarqué, dès notre, peut-être pas prime enfance, mais quand nous étions enfants, on voyait nos parents arroser une plante, je sais pas, un ficus pendant des années. Finalement, le niveau de la terre, il bougeait pas, quoi. Alors que le ficus, il pouvait, je sais pas, avoir 2 mètres de haut, par exemple. En tout cas, il pouvait s'étoffer. Donc, je pense qu'on s'est tous posé la question. Et puis finalement, on oublie. Et au début du XVIIe siècle, il y a un biologiste flamand, Jean-Baptiste van Helmont, je crois, qui a fait finalement l'expérience toute simple il suffisait d'y penser, quoi. Il a pris une bouture de saule, il l'a plantée dans un pot avec du sol, il a pesé le tout, il a pesé le pot avec le sol, il a pesé la bouture, il est revenu 5 ans après, si je puis dire, et il a repesé à nouveau le pot et le sol, et puis il a pesé la bouture de saule épanoui, qui avait 5 ans, qui était probablement déjà un grand saule. Et il s'est aperçu que la différence, finalement, de poids du saule n'était explicable que par 1%, comment dire ça en bon français, que 1% seulement du changement de poids du saule était lié au changement de poids du sol. C'est-à-dire qu'il ne devait que 1% de sa biomasse au sol. Tout le reste, il le doit à l'air et à l'eau. Donc, le fait quand je disais la pensée grecque qui met la plante au ras du sol, c'est surtout pas ça, quoi. C'est vraiment pas ça. Les plantes ne sortent pas du sol. Évidemment qu'on est tenté de le voir comme ça, mais elles ne sortent pas du sol. Au contraire, elles s'enracinent d'abord dans le ciel. Alors, je ne mets pas un C majuscule à ciel, mais elles s'enracinent dans l'atmosphère. Elles tirent parti de l'atmosphère. Si on veut jouer un peu sur les mots, on peut dire qu'elles descendent du ciel, quoi.
Elles ne sortent pas de la terre, elles descendent du ciel. Et pour être capable d'explorer aussi bien le ciel, ça aussi, c'est source d'émerveillement, quoi. Il n'y a que la plante qui était capable de faire cela. Nous, bon, nous respirons évidemment, mais nous ne sommes pas autant ancrés dans l'atmosphère que le sont les plantes, qui, elles, pratiquent la photosynthèse. J'y reviendrai. Donc cette capacité à tirer parti du gaz carbonique et de l'énergie lumineuse et de l'eau pour créer la matière vivante. Ce sont les plantes qui créent la matière vivante. Alors je prends un terme que j'aime pas, mais je l'ai repris de Francis Allais, disant que les plantes sont capables de manipuler. Bon, au moins c'est parlant, quoi. Le monde animal, effectivement. Quand je disais les plantes mènent la danse, c'est un petit peu cela aussi, c'est elles qui mènent le monde. Elles sont capables de pousser un éléphant à faire des acrobaties comme celle-là pour aller finalement prélever un fruit, ce qui est tout à fait dans l'intérêt de cet arbre, parce que ce fruit va être dispersé après par cet éléphant qui va pouvoir faire plusieurs kilomètres avant de déposer via ses fesses, ses crottes, on va dire, une plante qui en plus va trouver un terrain, les graines, pardon, qui en plus vont trouver un terrain favorable pour germer. Bon, même chose avec les oiseaux, même chose avec les insectes, etc. Donc, comme je sais que j'ai tendance à parler un peu trop et je sais que je dois tenir 1h10 et pas plus, on va passer, quitte à y revenir un petit peu tout à l'heure. Et puis aussi, donc je l'avais un petit peu présenté tout à l'heure, mais il y a cette capacité des plantes à s'entourer comme je l'ai présenté avec l'animal, s'entourer de toutes les autres formes du vivant et d'en tirer parti. Donc c'est vrai avec l'animal, donc auprès duquel les plantes trouvent les fonctions de mobilité ou de défense dont elles ne bénéficient pas. Et elles sont capables de tirer parti des champignons du sol pour accéder à des nutriments, une sorte de forme alimentaire, hein, parce que nutriments, c'est vrai que c'est pas un terme, c'est un peu du jargon, dont elles ont besoin. Et ça, c'est ce qu'on appelle les mycorhizes. Bon, enfin, c'est encore du jargon, mais on ne peut pas échapper à ce terme-là. C'est une forme hybride, presque une chimère entre la racine et le champignon. C'est vraiment à l'interface des deux, c'est une symbiose, et ce n'est ni un végétal ni un champignon, qui lui n'est pas un végétal. Et c'est ce qui permet à la plante d'accéder donc à une partie du monde souterrain qu'elle ne pourrait pas explorer toute seule. Et d'ailleurs, il y en a qui considèrent que le rôle premier des racines, c'est d'être un support d'interface aux champignons. Et effectivement, la surface d'exploration représentée par ces champignons, par ces mycorhizes, est jusqu'à 10 fois, 100 fois supérieure à la capacité de prospection purement racinaire. Bon, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais je passe. Et puis, comme je l'ai un peu esquissé tout à l'heure, on a toujours du mal à voir où commence un arbre et où il finit, quoi, finalement, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas où il s'achève dans le sol. Aussi parce que même de manière aérienne, c'est impossible de tout voir dans un arbre. Enfin, notre œil ne parvient pas à scruter tout cela. Mais aussi parce que, comme je le disais, on peut le voir comme un être coloniaire, comme une colonie de bourgeons. Mais aussi parce que, par exemple, quand on prend un arbre qui drageonne, c'est-à-dire la capacité de drageonner, c'est la capacité d'émettre un nouvel individu, un nouveau plant, à partir d'une racine, souvent une racine qui a été blessée. Mais ce nouveau plant, il est en continuité avec l'arbre d'origine. Donc finalement, est-ce qu'on a quelque chose de nouveau ou pas ? Une bouture, qu'est-ce que c'est par rapport à l'arbre qu'on a prélevé? Donc on est très perturbé par cela, parce que la capacité de clonage qui nous paraît tellement extraordinaire, chez les plantes, c'est vraiment une banalité, quoi. Et de telle sorte qu'on n'arrive pas à savoir
comme je le disais tout à l'heure, où ça commence, où ça s'arrête, une plante. D'autant plus qu'on sait qu'il y a des possibilités d'interaction, de jonction, de communication, mais au sens physique, quoi, au sens de vases communicants, entre les racines d'une plante et les racines d'une autre plante, mais même si cette autre plante ne relève pas de la même espèce. Donc là aussi, sachant qu'il y a une continuité physiologique, même pour deux plantes qui ne relèvent pas de la même espèce, eh ben, on ne sait pas trop où ça commence et où ça s'arrête. Et ça aussi, ça illustre cette capacité à se fondre dans le monde, quoi, que les plantes ont et que nous, franchement, on n'y arrive pas, quoi. Et puis, comme je l'ai dit, c'est d'abord la surface, quoi. Quand on voit cet arbre, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs, mais peu importe, on a tendance à voir d'abord le tronc et sous la forme de son volume, mais en fait, la partie vivante, comme je disais, c'est juste la périphérie. C'est une sorte de film, comme si on imaginait un film plastique, par exemple, qui épouserait tout cela et qui se prolongerait par les feuilles. Tout cela est de la même nature. C'est de la souplesse, c'est de la fluidité, et c'est de la surface. Nous, on est plutôt en volume, enfin en tant qu'animaux. Enfin, on est surtout en volume. On a quand même de la surface, mais on est surtout en volume. La plante, c'est surtout de la surface. C'est de l'extériorité, c'est de l'échange. Alors c'est vrai pour les feuilles, c'est vrai pour les racines, c'est vrai pour tout ce qui constitue l'arbre. Et puis là, je ne vais pas revenir sur ce qui nous perturbe quand même, quoi. C'est que l'arbre, il est constitué d'une... Alors moi, je reprends très volontiers ce que disait Goethe, et je trouve que on ne l'a pas mieux dit depuis. Il ne parle pas de colonie. Et comme je le disais, c'est très controversé, cette idée de colonie. Ça ne représente pas ce qu'est l'arbre. Et Goethe, il parlait de fédération intégrée de bourgeons. Voilà. Mais avec toujours ce côté intégrateur. C'est-à-dire qu'il y a une fédération, il y a des bourgeons, il y a cette multiplicité de bourgeons, mais il y a aussi il y a une sorte de chef d'orchestre, si je peux dire, qui est là. Et ça a été... je ne vais pas pouvoir détailler, mais ça a été montré qu'effectivement, il y a une sorte de pouvoir intégrateur ou de forme intégratrice qui est présente dans l'ensemble de l'arbre. Donc, contrairement à ce que disait Parménide, encore un grec, enfin, je n'ai rien contre les Grecs, hein, surtout pas, mais lui il disait on peut être un et plusieurs à la fois. Ça, c'est très occidental comme façon de voir les choses. Les Asiatiques, eux, ça ne leur pose pas de problème, quoi. Qu'on soit une chose et son contraire, une chose et autre chose à la fois, c'est pas un problème. Et dans la nature, c'est vrai que c'est plutôt comme ça que ça se passe, quoi. Donc l'arbre est un et plusieurs. Donc il est tellement finalement poussé à sortir de lui-même, tellement il est ouvert vers le monde, qu'il arrive à être un et plusieurs à la fois, à s'épandre de lui-même et à se multiplier sur lui-même. Voilà, donc c'est ce que là j'ai anticipé sur ce que disait Goethe. Voilà, un être pluriel intégré, une fédération intégrée de bourgeons. Troisième point, je serai tout en sensibilité. Alors, encore une fois, attention aux amalgames. Il y a d'ailleurs il a fallu beaucoup de temps avant que le terme de sensibilité soit admis à propos des végétaux, parce qu'il y a un risque de confusion. Il ne s'agit pas de sensibilité au sens émoi, émotion, etc. Il s'agit de quelque chose qui relève plus de la sensorialité, même si c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas d'organe sensoriel proprement dit. Mais il y a en tout cas une capacité à percevoir. C'est le terme perception qui est le plus exact. C'est pas celui qu'on utilise, mais c'est celui qui est plus exact. La plante, et l'arbre en particulier, ont la capacité de percevoir des stimuli et de manière parfois extrêmement fine. Et le très bon exemple, c'est le premier exemple, c'est celui de la lumière. Les plantes ont tellement bien perçu la lumière qu'elles ont réussi à, alors je mets ça entre guillemets, mais à s'en nourrir. Parce que la photosynthèse, c'est quand même... c'est manger de la lumière d'une certaine manière. Bon, je tords les mots, quoi, mais c'est pour essayer de donner un peu de chair à mon propos. Mais les plantes bénéficient, même d'un point de vue physiologique, de tout un arsenal organique qui leur permet d'être beaucoup plus sensibles à la lumière que nous le sommes nous-mêmes. Alors certes,
Les plantes ne voient pas, elles n'ont pas d'image mentale, elles n'ont pas d'écran intérieur, mais elles perçoivent la lumière de manière beaucoup plus fine que nous. Nous avons, dans notre œil, nous avons 4 photorécepteurs. Les plantes, elles en ont entre 11 et 13. Donc on imagine cette capacité de saisir des subtilités dans l'orientation de la lumière, dans la composition de la lumière, dans des variations lumineuses, etc., qui sont incommensurablement, parce que ce n'est pas 3 ou 4 fois plus, c'est bien plus que ça, parce que 11 photorécepteurs, c'est une capacité qui est bien plus que 11 divisé par 4, en reprenant le nombre de nos photorécepteurs. Voilà, alors si les plantes savaient peindre, voilà, ça serait extraordinaire. Et donc, elles ont une sensibilité qui oriente leur gestuelle, leur croissance, avec la croissance qui est orientée plutôt vers la partie bleue de la lumière et le développement, les phases de floraison, de fructification, qui sont plutôt gouvernées par la partie rouge de la lumière. Voilà, donc elles font... Je veux dire, si on interrogeait une plante, on lui demandait c'est quoi la lumière, elle ne pourrait pas répondre parce qu'il y a 100 lumières différentes pour elle. Voilà. Bon. Même chose pour l'eau. On s'aperçoit que l'eau les plantes sont capables de détecter la présence d'eau d'une telle manière qu'on ne sait toujours pas comment elles font. Alors, il y a eu des expérimentations très troublantes. Il y a, je sais pas, 3-4 ans, par une Australienne, Monica Gagliano, qui a montré qu'en émettant des bruits d'eau, enfin en tout cas des fréquences qui correspondaient à des écoulements d'eau dans le sol, les racines pouvaient s'orienter, les racines de plantes, là c'était du maïs en l'occurrence, mais peu importe, s'orienter en direction de l'émission sonore. Voilà. Bon, après, là, c'est très difficile à interpréter. Dire que les plantes entendent l'écoulement d'eau, non, là, c'est faire fausse route. C'est autrement que ça, vraisemblablement que ça se passe. Mais c'est quand même, en tout cas, ça révèle une sensibilité à l'eau qui est extrêmement fine que nous. Alors, bon, je sais qu'il y en a qui ont une sensibilité moi je l'ai vu faire, de sorcier avec une baguette, hein, donc ça existe aussi. Mais chez les plantes, ce sont carrément en tant que telles des baguettes de sorcier. Voilà. Hypersensibilité tactile. Alors le terme est abusif, hein, parce qu'on est obligé aussi, on est limité par le vocabulaire, mais les plantes sont capables de réagir à des pressions mécaniques très faibles que nous sommes incapables de percevoir. Bon, quand un moustique se pose sur notre peau, s'il n'a pas fait du bruit avant, la plupart du temps, sauf s'il nous fait mal, on ne s'en aperçoit pas, quoi. Pour une plante, au contraire, si un insecte se pose sur elle, elles vont tout de suite réagir. Et ça, ce n'est que récemment qu'on le sait. Alors c'est sûr que les progrès dans la biochimie, les progrès techniques ont contribué finalement à notre changement de regard sur les plantes. Alors, ce n'est pas entièrement nouveau quand je dis ça, puisque Darwin lui-même, il s'était déjà intéressé aux manifestations les plus spectaculaires de la sensibilité tactile, entre guillemets, des plantes. Il s'intéressait, je dirais, son travail sur l'origine des espèces, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, il s'est basé surtout sur les animaux, avec le fait que les animaux, comme je le disais, dépendent de l'environnement, mais ne façonnent bien moins l'environnement que ne le font les plantes. Mais à la fin de sa vie, il s'est tourné vers les plantes et il a étudié les plantes carnivores avec ces formes de sensibilité, de mouvement rapide qui le fascinaient, évidemment. Et puis des plantes comme Mimosa pudica, la sensitive, qui bouge ses feuilles quand on la touche du bout des doigts. Et puis les lianes aussi, comme il était insomniaque, il se levait la nuit et il suivait le mouvement des vrilles de lianes pour observer le mouvement. Il a révélé des choses très intéressantes. Mais en tout cas, tout cela pour dire que les plantes sont capables de détecter des pressions infimes que les animaux ne sont pas capables de détecter eux-mêmes. Donc on est très loin des êtres inertes dont parlaient les Grecs.
Bon, voilà d'autres exemples. Alors, c'est sur l'intérêt évolutif, c'est d'avoir développé cette capacité à détecter un insecte qui voudrait grignoter la feuille, pardon, et immédiatement de produire des substances répulsives qui, pour la plupart, compromettent la digestion de l'insecte, qui fait que le plus souvent, il va aller ailleurs. Ou alors, il va avoir une stratégie, il va grignoter en rond aussi pour diffuser le plus possible les réactions. Ou alors, si c'est par contre un animal plus imposant, où il peut se mouvoir plus facilement, il va passer d'une feuille à l'autre. Mais la plante, très très rapidement, va réagir en émettant des substances toxiques, avec des formes que je n'ai pas le temps de développer, mais qui sont d'une subtilité extraordinaire, où parfois ça passe par d'autres intermédiaires, et notamment par des prédateurs qui vont aider la plante à se débarrasser de cet insecte. Et là en bas, bon, pardon pour ceux qui ne peuvent rien voir, mais on a une vision en contre-plongée de certaines espèces d'arbres, dont Francis Allais évoque une forme de timidité, c'est-à-dire que les feuilles ne se recouvrent jamais dans la partie la plus haute des houppiers. Et ça, c'est lié aussi au fait que c'est lié à cette sensibilité des feuilles qui font que la pousse est informée de la présence d'autres feuilles et est corrigée de manière à éviter d'être au contact de ces stimuli représentés par les feuilles d'autres arbres. Bon, ça, je passe, parce que ça va être trop long, mais c'est simplement pour dire que l'on sait maintenant. Alors évidemment, on découvre ça sur une plante ou deux, parce que ça coûte très cher d'un point de vue expérimental, puis c'est très long. Mais c'est vraisemblablement vrai pour toutes les plantes. En tout cas, ça a été montré sur le faux tabac. Cette plante est capable d'analyser immédiatement la composition chimique de la salive de cette chenille de sphinx du faux tabac, qui va être mélangée finalement aux tissus végétaux quand elle va commencer à manger. Donc il y a cette capacité d'identification et de reconnaissance, c'est extraordinaire, de reconnaissance de l'identité de cette chenille, qui est reconnue, j'y vais, je prends un peu de temps, mais qui est reconnue en l'occurrence comme un prédateur, et la même plante va émettre des signaux volatiles. Ça, c'est génial, quoi, cette capacité à produire des signaux volatiles qui vont se propager dans l'espace. Bon, nous, on a la voix pour ça, mais les signaux volatiles, c'est à la fois c'est mal orienté, mais c'est en tout cas très précis dans l'information qui est diffusée. Et des punaises, il y en a toujours une ou deux qui sont par là, vont, elles, interpréter, parce que ça dialogue beaucoup quand même entre les plantes et les insectes, vont interpréter le signal et vont le comprendre comme présence de chenilles dont elles se repaissent. Voilà. Donc ça, c'est quand même extrêmement subtil, quoi. Alors après, voilà, comme je le disais, il faut faire attention aussi quand on parle de sensibilité ou quand on parle de plein de choses autour des plantes, de manière d'être au monde, etc., ne pas glisser vers notre représentation souvent anthropomorphe du végétal. Et quand on a commencé à découvrir, là je reprends vraiment les racines de l'histoire dans les années 80, que des grands koudous qui consommaient des acacias en Afrique du Sud mouraient, on ne savait pas pourquoi. On s'est aperçu que les acacias en question produisaient des tanins. Comme les grands koudous, finalement, ils étaient dans des enclos, ils ne pouvaient pas s'échapper, ils n'avaient pas le choix que de manger ce qu'ils n'aimaient pas, mais ils n'avaient pas envie de mourir de faim. Mais ils mouraient quand même parce qu'ils ne pouvaient pas digérer du fait de la présence de ces tanins. Ils ne pouvaient pas digérer les feuilles. Et après, on s'est aperçu, de fil en aiguille, que finalement, les arbres voisins, eux aussi, même ceux qui n'avaient pas été malmenés par les grands koudous, produisaient des tanins. Pas de chance pour le grand koudou qui effectivement se retrouvait condamné. Et donc, bon, ça a été très vite déformé en disant, bah voilà, donc les arbres dialoguent, ils communiquent entre eux,
Mais la meilleure interprétation qui reste d'un point de vue biologique, c'est quand même que ce signal aérien, c'est une manière pour l'arbre de court-circuiter sa ramification. Alors, il y a aussi des signaux électriques, il y a aussi des sortes d'hormones, des phytohormones, qui ne sont pas tout à fait des hormones, mais qui passent aussi par les canaux où circule la sève, qui permettent de véhiculer de l'information et des formes de réaction à des stimuli externes, qui peuvent être des stimuli dangereux. Mais ça prend du temps, parce qu'il faut remonter toute la ramification. Je veux dire, s'il y a deux feuilles voisines, pour que la feuille voisine soit informée, il faudrait que tout remonte jusqu'au haut du tronc, enfin en tout cas jusqu'à l'origine de la ramification, pour remonter. Bon, voilà, et c'est foutu. Je veux dire, le grand coudou, lui, il aura le temps de tout manger avant, quoi. Mais l'idée géniale, la forme géniale qu'a trouvé l'évolution, quoi, c'est de court-circuiter cela, de court-circuiter cette ramification par voie, finalement en prenant des raccourcis. Les meilleurs raccourcis, c'est la voie externe. Et c'est représenté par ces substances chimiques volatiles. Alors là, en 1900, je sais plus, 81, je crois, c'est la première fois qu'on découvrait cela. Aujourd'hui, on en connaît des centaines de substances. C'était de l'éthylène, en l'occurrence. Des substances chimiques qui ont ce rôle d'alerte, ou en tout cas d'induction de réaction, on en connaît des centaines, et on sait maintenant qu'une même plante produit des bouquets odorants qui eux-mêmes contiennent des centaines de substances volatiles qui, bon, j'ai envie de reprendre le même terme, quoi, qui dialoguent, qui informent les insectes, qui informent aussi les grands animaux, parce que l'éléphant là qui faisait son acrobatie tout à l'heure, s'il est venu trouver avoir envie de cueillir ce fruit, c'est qu'il en a senti l'odeur, et parfois l'odeur a des centaines de mètres, quoi. Parce que c'est l'intérêt des substances volatiles, voilà, c'est qu'elles peuvent se propager sur de longues distances, et que les animaux qui tirent parti finalement de ces informations sont capables de les détecter à très longue distance. Voilà, donc communiquer, alors sans parler de s'entraider, alors là je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que sinon il y en a pour toute la soirée, mais c'est des termes qu'on veut poindre, mais qui relèvent complètement de l'anthropomorphisme. Voilà. Donc communiquer au sens vase communicant, d'accord. Au sens où finalement l'arbre voisin, il a tiré parti d'une information qui ne lui était pas destinée, d'accord, mais sans plus. Voilà. Donc j'ai dit que je voulais m'arrêter, mais j'ai quand même mis une diapo avec des images pour ceux qui ont vu le film hier, qui sont tirées de cela. Alors, comment dire, je vais essayer d'être clair sur ma propre pensée. Comment dire, les connaissances et les croyances sont aussi respectables les unes que les autres. Il n'y a pas de raison. Par contre, laisser entendre que les croyances sont des connaissances, et plus encore qu'elles sont des connaissances révélées par la science, ça c'est autre chose. C'est de la manipulation, quoi. C'est vraiment autre chose. Voilà, donc il ne s'agit pas de tenter de valider, je l'ai bien mis entre guillemets, des croyances par la science. Et c'est ce qu'on entend parfois. Et moi, je trouve ça vraiment regrettable, parce qu'après, franchement, on n'y comprend plus rien, quoi. S'il y a des personnes qui nous disent ça a été validé, ça a été validé par la science, je vous le dis, croyez-moi. Et si c'est pas vrai, bon, pour moi, ça pose problème. Mais enfin bon, je veux pas y passer la soirée, donc changeons. Et puis, donc toujours sur cette histoire de sensibilité, c'est que ça c'est étudié de manière très très récente, quoi. C'est notamment des gens de Clermont-Ferrand qui ont travaillé là-dessus. Alors Darwin avait très bien montré que les plantes étaient sensibles à la gravité terrestre, c'est-à-dire le fait que quand on lâche un poids, il tombe par terre. Mais de manière beaucoup plus récente, on sait comment les arbres réagissent au vent, on sait comment ils tiennent compte aussi de la fréquence des vents pour réagir ou ne pas réagir.
Si le vent ne fait que passer de temps en temps, ils ne vont pas modifier leur croissance. S'ils savent que le vent est constant, ils vont modifier leur croissance, évidemment, pour rester debout, quoi. Et ils sont effectivement capables de rester debout, non seulement parce qu'ils connaissent, ils ont une perception de la gravité, et encore une fois, Darwin l'avait montré, selon des processus très analogues d'ailleurs aux nôtres. Hein. C'est de la même manière, c'est des petits cristaux. Alors c'est de l'amidon chez les plantes, nous c'est des cristaux de calcite dans notre oreille interne qui tombent, dont la position est interprétée par d'autres cellules, qui fait qu'on a perception de cette verticalité et du sens de la gravité. C'est la même chose pour les plantes, mais en plus, et ça on le sait depuis très peu, et là c'est vraiment intéressant, c'est que les plantes sont douées de proprioception, c'est-à-dire de perception d'elles-mêmes. Ça, c'était pas gagné quand même. Et ça a été montré donc par ces personnes que j'évoquais, là, qui sont à Clermont-Ferrand, de manière via des simulations mathématiques. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, puis je n'ai pas tout compris non plus, je vais vous l'avouer. Mais ils ont validé le fait qu'il y a bien ce que j'évoquais tout à l'heure en rappelant Goethe. Il y a un côté intégrateur qui fait que la plante, ça paraît évident, mais c'est d'un autre côté, c'est évident, puis ça ne l'est pas, quoi. Mais que la plante a une proprioception. Voilà, je ne vais pas dire conscience d'elle-même, là je serais en train de glisser sur les mots, mais perception de son entièreté. Ça, c'est quand même intéressant, quoi. Quand on parle, et c'est pour ça que le côté coloniaire de l'arbre, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ça ne correspond pas tout à fait à la réalité de l'arbre. Bon, là, de toute façon, on n'y voit rien, mais c'est simplement pour dire que sur la membrane de toutes les cellules, il y a tout un tas de protéines, de dispositifs biochimiques extrêmement subtils qu'on commence juste à découvrir, qui font que les stimuli, aussi bien mécaniques que chimiques, que thermiques, que hydriques, que plein de choses, sont perçus et sont transformés en informations qui peut être véhiculé via des signaux électriques ou via des molécules, voire du matériel génétique, etc., qui vont être interprétés en bout de course par d'autres protéines ou par du matériel génétique qui va être soit activé, soit mis en veilleuse. Donc tout cela, on commence à le découvrir. Bon, à dire vrai, on n'est pas non plus beaucoup plus avancé, quoi. Comment dire, c'est un peu ce que je disais, je reviens encore une fois, dans la table ronde, où là, je recite Merleau-Ponty qui disait la science manipule les choses, mais renonce à les habiter. Et c'est vrai que la science est toujours à distance. Et elle décrit des mécanismes, des mécanismes de cause à effet, mais elle ne rentre pas dans les choses. Donc, c'est pour dire que ces choses-là sont très bien décrites, enfin, ou commencent à être très bien décrites, mais d'un autre côté, c'est pas ça qui nous renseigne vraiment sur la sensibilité des plantes. Bon, intelligence ou ajustement sensible, grosse question, là on entend évidemment beaucoup, enfin, j'ai fait, sans prononcer le mot, mais j'ai fait allusion tout à l'heure, à l'intelligence des plantes. Bon, le terme est usurpé parce que dans notre acception ordinaire, c'est pas ça. C'est pas, comment dire. L'intelligence, c'est une forme d'abstraction pour nous, et on peut pas reconnaître cette forme d'abstraction chez les plantes. Rien ne nous autorise à le faire. Ni des capacités de mémoire. Quand on parle d'intelligence, ça renvoie à l'abstraction, à du recul, quoi. L'abstraction et de la mémoire, du recul sur les choses. Rien ne nous permet de dire que les plantes ont du recul sur les choses. Moi, j'aurais plutôt envie de dire qu'elles sont au plein contact des choses. Elles sont en prise sur les choses. Elles ne sont pas en recul. Et voilà, et je pense que c'est plus juste. Alors, on peut parler d'intelligence végétale si on veut, comme on parle d'intelligence du cœur, mais c'est autre chose. Et je pense que c'est plus juste de parler de capacité d'ajustement. Parce que au bout du compte, c'est toujours de cela qu'on parle quand on parle aujourd'hui d'intelligence végétale. En réalité, on parle de capacité de réaction, d'ajustement à un signal que la plante vient d'interpréter. Voilà. Comme ici, capacité d'ajustement d'un ficus sur je ne sais quel temple, qui a suivi finalement des formes qui étaient nécessairement entièrement nouvelles pour elle, mais elle s'est ajustée, quoi. C'est ça la force de la plante, c'est toujours s'ajuster. Alors une question de réciprocité aussi. J'ai parlé de cette sensibilité et finalement
et nous, dans tout ça, quoi, est-ce que nous sommes perçus par les arbres? On peut penser que oui. On peut penser que quand on se promène dans une forêt, de toute façon, on crée des vibrations en marchant. Et les vibrations se propagent très bien dans le sol. C'est ce qui fait fuir les serpents, qui peuvent être même à des dizaines de mètres, ils vont percevoir. Donc les plantes qui sont très sensibles aux vibrations, pas au son, ou en tout cas dans la partie vibratoire du son, mais pas une mélodie, pas de la musique, qui sont très sensibles à ces vibrations, certainement perçoivent nos pas. Après, de la même manière qu'elles perçoivent, de manière certaine, les reflets de la lumière sur notre peau, sur nos vêtements, nos cheveux, etc. Après, qu'est-ce qu'elles en font? C'est la même chose pour nous. Je dirais, tout au début de mon propos, je parlais de notre regard sur les arbres. On ne les regarde pas, les arbres, parce qu'on n'a pas forcément besoin de regarder les arbres. Là, je veux dire, tout le monde a oublié les murs, enfin, je ne sais pas, des objets qui sont autour de moi parce qu'on n'en a pas besoin. Et je veux dire, puis un chien qui rentre dans cette salle, les meubles, il va même pas les voir. Je pense qu'il va sentir une petite odeur de cuisine. Il va voir qu'il y a des gens, mais c'est tout. Et on peut considérer que pour les arbres, c'est la même chose. Ils perçoivent notre présence, mais en clair, ils s'en foutent, quoi. Voilà, je pense que ça s'arrête là. C'est peut-être un peu décevant pour nous, pour notre ego, mais je pense que de ce point de vue-là, voilà, les arbres perçoivent notre présence, mais ça ne va pas plus loin. Je façonnerai le monde. Alors ça, c'est vraiment un thème, un domaine qu'on mesure très mal. On peut, rendre éloge au livre d'Emanuele Coccia, dont j'ai oublié le titre, mais je crois que c'est La vie des plantes, où il commence là-dessus sur le fait que finalement les arbres modèlent le monde. Et je dirais, chaque écologue est parfaitement informé et conscient de cela. Mais encore faut-il le rappeler, parce qu'on l'oublie. On oublie que notre planète, notre atmosphère, les sols sont quand même fabriqués pas la roche-mère, mais les sols sont fabriqués par les plantes. L'atmosphère doit tout. La composition de l'atmosphère dont nous dépendons, cette composition-là, en tout cas, doit tout aux plantes. Et puis le vivant, l'ensemble du vivant, et nous, devons tout aux plantes. Bon, comme le dit Francis Allais, si on supprime tout le monde animal, bon, les plantes, il y aura peut-être quelques plantes qui vont être obligées de se revoir un petit peu leur mode d'existence, mais elles s'en sortiront. Donc le monde végétal persistera. Si on supprime le monde végétal, en quelques jours, en quelques semaines peut-être, il n'y a plus d'animaux. Les animaux sont complètement dépendants du monde végétal. Dépendants pour la respiration, mais et aussi pour l'alimentation, parce que nous mangeons soit des végétaux, je ne vais pas entrer dans les débats végétariens, etc., mais nous mangeons soit des végétaux, soit des animaux qui ont mangé des végétaux, et ainsi de suite. Enfin, plus rarement ainsi de suite, quoi. Donc voilà, c'est ce que je suis en train ce que je viens de présenter, c'est que les arbres façonnent le monde, et ils font leur environnement, ils font leur milieu. Encore une fois, c'est ce que Darwin n'a pas exploré. Bon, mais parce qu'il a fait aussi avec même s'il était extrêmement intuitif, il a fait aussi avec les connaissances dont on disposait en ce temps-là, quoi. Mais il y a le chemin inverse à faire, que font des gens, notamment, moi je pense à Kinji Manishi, qui était un primatologue, qui a repensé le darwinisme. Je ne suis pas en train de critiquer le darwinisme, surtout pas, quoi, mais qui a essayé de combler un peu la part manquante en regardant à quel point les végétaux eux-mêmes n'étaient pas déterminés par leur environnement. Un peu, évidemment, en partie, mais ils faisaient leur environnement. Oui. Là encore, c'est ce que je vais dire, moi je l'ai tiré de la lecture de Francis Allais, c'est que nous sommes des traces d'arbres. Notre corps est façonné par une longue fréquentation des arbres. Ma main, là, que j'arrête pas de bouger, qui fait que c'est très difficile à suivre quand je donne le signal de changer de diapo ou pas. Ma main, vos mains, ont été façonnées par le contact des arbres.
par l'emprise, par la force pendant des millions d'années. Les primates, sauf erreur de ma part, je crois que les premiers primates sont apparus il y a 60 millions d'années, ils étaient dans les arbres, et notre corps représente cette empreinte des arbres sur nous-mêmes. Et je parle des mains, je pense que c'est la part la plus flagrante de nous, mais c'est vrai aussi de notre visage, et peut-être même de notre culture. En tout cas, de certaines formes de notre culture. Bon, encore une fois, je reviens sur la table ronde, je ne sais plus qui avait parlé de temple, et dans toutes les religions, on voit des arbres réapparaître, parce que je pense qu'on a gardé, on peut émettre cette hypothèse, qu'on a gardé dans notre mémoire génétique, collective, épigénétique, etc., cette présence d'arbres. De toute façon, notre corps s'en souvient, notre corps est fait de ce moulage par les arbres. Voilà. Les arbres ont moulé leur environnement, mais ils nous ont moulé, nous aussi, quoi. Et je pense que c'est ce qui explique que finalement, comme sur l'une des prochaines diapos, mais j'y reviendrai après. Pardon pour ce petit bafouillement. Mais je voudrais revenir aussi sur ces histoires de réciprocité, puisque notre corps a été complètement façonné par la longue fréquentation des arbres. Alors, quand je dis nous, je parle de toute notre lignée évolutive. On peut se dire qu'à l'inverse, on a peut-être laissé aussi quelque chose sur l'arbre. Donc là, je prends une des sculptures de Giuseppe Pennone où on voit une main qui s'encastre, qui laisse. C'est bien, c'est intéressant, c'est l'envers des choses qui, à son tour, laisse une trace sur l'arbre. Et on peut se dire que finalement, les primates, mais comment dire, ça n'a pas été démontré, mais ça coule de source, quoi, ont laissé une trace sur l'arbre. Je pense que dans l'arbre, il y a une part de nous. De la même façon que les fruits ont été faits pour, je le disais, attirer les animaux qui vont les disperser. Les fleurs ont été faites pour attirer, en tout cas dans la plupart des cas, les insectes qui vont les polliniser. Donc l'arbre façonne le monde, mais c'est fait aussi à l'image du monde. Et d'une certaine manière, à mon avis infime, mais bon, pour notre ego, ça nous fait toujours plaisir, je pense qu'on a laissé une trace sur l'arbre. Et on a dans notre mémoire collective, ce que je disais, le fait que, alors ça a été bien étudié par des psychologues américains, que quand on regarde des photos d'extérieur, de paysages d'hiver, ce sont les paysages arborés qui ressemblent aux savanes, finalement, où les premiers hommes sont sortis. Et ont commencé à s'aventurer, à regarder, à chercher quelles étaient les zones dangereuses ou pas, qui nous parlent le plus. Donc, l'arbre est profondément ancré dans notre mémoire, même si, comme je le disais, on a plutôt tendance à ne pas le voir. Mais il est là dans notre mémoire. Et puis voilà, tout à l'heure, j'avais comment dire, je n'avais pas respecté l'ordre de mes diapos, j'avais commencé à anticiper sur le fait quand même assez troublant de ces piliers qu'on voit dans des cathédrales, et ce à quoi représente une futaie. Il y a bien, alors Chateaubriand, il avait remarqué ça. Alors, je me rappelle plus ce qu'il avait dit exactement, mais il disait on rentre dans une église comme on rentre dans un sous-bois. Puis il y a plein de poètes. Je sais que tout à l'heure le mot cathédrale a été prononcé à nouveau, quoi. Donc il y a quand même quelque chose de très intéressant, et je vais pas développer ça, mais je me suis amusé. J'ai pris les évangiles, puis j'ai noté toutes les références, alors pas forcément explicites, mais là où il était quand même question de choses qui ressemblaient vraiment beaucoup au fonctionnement des végétaux. Et j'en ai trouvé plein. Voilà, je m'arrête là, mais c'est interpellant. Je veux dire, j'ai pas d'interprétation à en faire. Mais je pense que dans toutes les religions, les grands courants spirituels, on retrouve l'arbre. On sait que de toute façon, dans tout récit de Genèse, dans toutes les religions, dans quels que soient les peuples, on a un arbre. Voilà. Les arbres, comme je disais, ils sont présents tellement en nous. Alors comment, voilà, mes mémoires collectives, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais en tout cas, ils sont présents en nous et qui nous font du bien. Alors ça, on le sait depuis toujours, parce que chacun l'a ressenti. Et puis quand on regarde des vieilles cartes postales d'hôpitaux,
eh ben, on voit ce qu'on ne voit plus aujourd'hui dans des cartes postales actuelles d'hôpitaux. On voit des arbres partout, des grands jardins. Enfin, en tout cas, on ne le voit pas pour les nouveaux hôpitaux, malheureusement. Parce que les médecins savaient que finalement, rien ne valait une convalescence au contact du grand air. Et puis, il fallait respirer. Moi, je me rappelle, parce que quand j'étais petit, respirer du bon air. Et de quoi parle-t-on, quoi. Et finalement, une des explications possibles, c'est que au moins mentalement, je vais commencer là-dessus, la fréquentation des arbres nous fait du bien. Et donc, c'est un architecte, le premier, qui l'a formalisé, je dirais, parce qu'il a fait une étude, il l'a montré statistiquement, etc. Il est allé dans un hôpital de Pennsylvanie, il a récupéré tous les dossiers de ceux qui avaient subi une ablation de la vésicule biliaire, je me souviens. Et puis il avait regardé dans les chambres de ces patients, lesquels avaient vu par leur fenêtre sur un arbre et lesquels avaient vu, enfin, sur des arbres, sur des paysages arborés, et l'autre sur juste des murs de béton ou de briques, etc. Et il s'est aperçu qu'il y avait une différence significative, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que ça avait été validé de manière statistique et prouvé que ceux qui avaient subi l'opération, puis après, rester dans cette chambre avec vue sur des arbres, restaient moins longtemps que ceux qui étaient face à des murs de briques, et prenaient moins d'antalgiques, c'est-à-dire d'antidouleurs. Donc rien que le fait de voir, pourtant il y a au travers d'un carreau, nous fait du bien. Alors là, ça a été de manière récente, c'est les Japonais qui ont beaucoup avancé là-dessus, avec cette pratique du Shinrin-yoku, qu'on peut traduire, enfin moi je suis pas... c'est ce que j'ai lu, que manifestement on peut traduire, moi, je ne parle pas le japonais, par bain de forêt, en tout cas, immersion dans les forêts. Et ce sont des médecins, mais de manière très récente, même pas dans les 10 dernières années, qui ont pris des indicateurs, c'est-à-dire ils ont mesuré sur des patients la tension, le rythme cardiaque, le cortisol, le taux de cortisol, etc., qui permettent de mesurer l'état de santé, notamment des révélateurs de stress. Et donc ils ont validé le fait que les gens qui se promènent en forêt sont beaucoup moins stressés, enfin qui ont un contact des arbres et des forêts, ressentent ce bien-être mental et sont beaucoup moins stressés que les autres. Ils sont allés plus loin encore puisqu'ils ont montré que la fréquentation des arbres activait des cellules. Alors ça a été validé parce qu'on se dit attention, est-ce qu'on ne va pas trop loin? Mais c'était validé, activer des cellules anticancéreuses en nous. Donc il y a alors notamment, je me rappelle, c'est des substances volatiles, des terpènes, des limonènes qui voyagent, sorte d'elfes bienfaisants, qui voyagent dans l'air, et que lorsqu'on les respire, active finalement notre défense immunitaire à l'égard de cellules cancéreuses. Donc ça va quand même très loin, ça va au-delà du mental, ça va jusqu'à des processus physiologiques, organiques, etc. Donc c'est très intéressant et je pense que c'est une voie alors, qui est en train de s'épanouir. Et j'ai envie de dire, quand les décideurs politiques seront pleinement informés de cela, je pense qu'ils verront la manière de mettre des arbres dans les cités qu'ils administrent de manière différente. Voilà. Donc, un exemple, on s'est aperçu que les enfants étaient, sans qu'on ait pu le montrer, étaient moins sujets à l'asthme dans des villes dont les rues étaient bordées d'arbres. Oui. On s'est aperçu aussi que, ça c'est quand même, c'est vraiment intéressant, qu'il y a moins de criminalité dans des villes qui sont plus arborées. Alors ceux qui ont fait ces études, aux États-Unis, où c'est quand même très en avance sur, on va dire, la psychologie, de la nature, quoi. Je trouve plus le terme, il y a un mot pour ça. Peu importe. Et ils ont montré donc que c'était, parce qu'on peut se dire, bon, s'il y a moins de criminalité dans les zones où il y a plus d'arbres, c'est aussi parce que
on est plutôt dans des zones plus huppées. Hein, on n'est pas dans des grandes cités avec des grandes barres, etc. Mais ils ont tenu compte de cet aspect. D'un point de vue statistique, ça, on sait le faire. On tient compte de cet aspect. Et ce qui a permis de valider que c'était bien la présence d'arbres en tant que telle, quel que soit l'environnement, qui diminuait le taux de criminalité. Et ça, ça va dans le même sens où je disais que les Japonais ont validé le fait que, ou alors Ulrich, l'architecte, que la fréquentation des arbres a baissé notre niveau de stress, dont on sait que c'est le mal du siècle. Et puis, donc, il y a des projets. Alors là, c'est en Chine. Alors les Chinois, c'est pas forcément que des mauvais élèves en matière d'environnement, mais c'est tellement grand qu'on est dans les amalgames. Mais il y a quand même des maires aussi qui réfléchissent à ça, des maires MAI et RES, et qui projettent d'avoir des villes très végétalisées, quoi. Parce qu'ils sont tout à fait au courant de ces effets des végétaux sur la manière d'être. Alors sans vouloir me mettre en avant, mais mon livre, j'ai appris qu'il allait être traduit en chinois. À quoi pensent les plantes? Et parce que je pense que dans la pensée asiatique, la relation au végétal est très différente de la nôtre. Et je pense qu'elle est plus facile pour une culture asiatique que pour une culture occidentale. Alors je parlais de manipulation, je reprends ce terme, puis je ne sais plus où j'en suis non plus dans le fil de mon exposé, mais peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que nous-mêmes, qui avons quand même on va dire dispersé, c'est-à-dire bougé la présence d'une plante d'un endroit à un autre, nous avons fait comme cela avec un quart des plantes à fleurs qu'on connaît. Il y en a à peu près 350 000, quoi. Et il y en a à peu près 80 000 qu'on a déplacées dans des arboretums, des plantations, etc. Et les exemples les plus flagrants, ce sont les plantes alimentaires qui ont quand même, tout à l'heure, avec cette photo d'éléphant, l'arbre en question, il tire parti de l'éléphant pour disperser ses graines. Les plantes alimentaires ont tiré parti de l'homme pour disperser leurs graines, et c'est pour ça que le maïs, le riz, le blé recouvrent des... Évidemment, les chiffres, je les ai vus passer, mais je les ai oubliés, mais c'est des millions d'hectares, quoi. Et c'est quand même une sacrée finesse des plantes de nous avoir joué ce coup-là, je dirais, d'une certaine manière. Avoir tiré parti de nous pour les disperser. Voilà. Et enfin, on pourra éventuellement en discuter, mais c'est pas tordre les mots que de dire ça. C'est purement biologique. Et voilà. Et donc, le dernier point, c'est finalement, si on veut aller encore un peu plus loin, si j'étais un arbre, je pourrais inspirer les hommes. Là, je suis un peu perdu. Je ne sais plus à combien de temps je suis. Bon, enfin, en tout cas, j'arrive vers la fin. Je vais être rapide, mais quand même, je pense qu'il y a... Alors, sans voir l'arbre pour un modèle, moi, je pense que c'est pas une bonne idée de prendre l'arbre comme un modèle. Puis bon, les modèles, il faut un peu s'en méfier, il faut rester souple. Mais en tout cas, je pense que l'arbre est une voie d'inspiration. De toute façon, il nous inspire. Qu'on le veuille ou non, il a inspiré une partie de notre culture. Et je pense que les arbres nous rappellent qu'il n'y a rien de mieux que de s'ouvrir au monde. Et toutes les formes de méditation, de bien-être, etc., vont dans ce sens, dans le sens de l'ouverture. Et franchement, là, je pense que nous l'avons tous éprouvé, il n'y a rien qui fasse autant de bien, qui soit autant de source de bonheur que de s'ouvrir, que de sortir de soi et que de laisser venir ce qui est alentour de soi. Et c'est bien ce que font les arbres, puisque les arbres, encore une fois, n'ont même pas d'internalité. Enfin, même pas. Je ne suis pas moqueur en disant ça. Je leur dirais, si j'étais un arbre, de réinvestir le temps. Bon, voilà, l'arbre, il est dans le temps juste, si je puis dire. Bon, là, c'est un peu anthropomorphique de dire ça. Mais en tout cas, il est dans la coulée du temps. Il n'est jamais pressé, il avance quand même.
il est dans différentes formes de temps. Il n'est surtout pas dans le temps mécanique, parce que nous, on est passé du temps biologique au temps mécanique, c'est-à-dire au temps que les aiguilles dont les aiguilles d'une horloge se saisissent. Et c'est pas ça le temps. Le temps, le temps n'est même pas dissociable. Le temps organique n'est même pas dissociable de l'espace. C'est Newton qui a séparé ça. Et quand dit, alors j'ai dit beaucoup d'éloges de Francis Allais, quand il dit les plantes sont dans le temps et les animaux sont dans l'espace, là, moi, je suis pas d'accord. Je veux dire, les plantes sont dans le temps et dans l'espace, plus que les animaux, mais elles sont dans le temps et dans l'espace. Et ça va à l'encontre de pourquoi il y aura cette superposition entre une et les trois autres de nos quatre dimensions. Les plantes sont dans la coulée du temps, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au rythme des saisons, au rythme au moins du soleil, ce qui est déjà pas mal. Mais elles sont aussi dans l'espace, elles investissent totalement l'espace, et bien mieux que même si elles sont ancrées au sol, elles rentrent, elles s'insinuent dans l'espace, bien mieux que ne le font les animaux. Donc pour moi, la différence, c'est juste une question de niveau. Les plantes investissent mieux le temps et l'espace que ne le font les animaux. Suivant, oui. La sobriété, alors je pense que je voyais les livres de Pierre Rabhi, que moi je trouve intéressant, enfin cette idée de sobriété qui n'est pas du tout dans l'air du temps, enfin ou pas dans le mainstream, pas dans l'air dominant du temps en tout cas. Quand en tant qu'écologue, quand on se penche sur les végétaux, on s'aperçoit que les milieux où il y a le plus de être ensemble, de vivre ensemble, c'est dans les milieux les plus pauvres. Alors je ne sais pas si on peut vraiment transposer librement cette observation à nos propres sociétés. Mais en tout cas, on peut au moins dire que dans le monde végétal, les terrains les plus pauvres, et donc la sobriété, alors pas le manque, hein, je dis, là c'est autre chose quand on est en situation de manque, mais en tout cas la sobriété facilite le vivre ensemble chez le végétal. Et là c'est un site où j'y suis allé, ça s'appelle le Kwangban, en Australie occidentale. On a une densité, on a 20 espèces différentes par mètre carré, et quand on passe au mètre carré, on a encore 20 espèces autres. Donc il y a vraiment, encore une fois, je reprends le même terme, une capacité de vivre ensemble qui est digne d'intérêt, et on peut se dire que ça marche, quoi. Voilà. La sobriété dans le monde vivant, ça marche. Ça marche et ça va avec l'épanouissement, ça va avec la richesse, alors au sens... pas au sens où on peut en parler habituellement, quoi. Et puis, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je pense que, on va dire ça comme ça, si j'étais un arbre, j'inviterais les instituteurs à faire leur cours en forêt, on va dire ça comme ça. Et tous les instituteurs, il y en a peut-être dans la salle qui ont... je généralise peut-être, je me trompe peut-être, mais en tout cas, ceux que j'ai rencontrés m'ont dit « Ah oui, c'est vrai, quand on fait des sorties en forêt, ou quand on a pu en faire, même les élèves les plus turbulents, eh ben, on les trouve vraiment calmes, quoi. Et en plus, ils ont une capacité d'attention, et là encore une fois, c'est les psychologues américains qui l'ont mesuré, ça ils savent très, très bien faire, et ils ont montré que le niveau d'attention et de concentration des enfants en forêt, et peut-être que vous l'avez éprouvé aussi, moi ça m'est arrivé de lire en forêt, bon, je suis sûr que je ne suis pas le seul dans cette salle à l'avoir fait. Eh ben, franchement, on ne lit pas de la même manière, quoi. Et on ne retient pas de la même manière, on est plus dedans, quoi. Pour des raisons que moi je ne connais pas, mais en tout cas, si une forme des raisons, c'est que le stress étant abaissé, le niveau de concentration augmente. Suivant. Et puis encore, là, pour finir, je crois, le plus beau dans l'arbre, c'est cette capacité de présence, quoi. De présence dans l'espace, de présence dans le temps, de présence à l'autre, de présence à son environnement, de présence au monde, de présence à la lumière. Enfin, c'est pour ça, le mot de Houellebecq, le triomphe végétal et total, c'est court, mais je trouve que c'est vraiment bien dit, quoi. Et je pense que
le meilleur qu'on peut avoir à tirer peut-être, bon, ça c'est mon point de vue personnel, hein, c'est peut-être mon vécu, ma sensibilité, je ne sais pas, c'est cette capacité de présence. Et encore une fois, on sent bien que c'est aussi, c'est ça qui nous manque, c'est se retrouver à la fois soi et puis aussi hors de soi. Parce j'imagine qu'il y en a qui, moi j'ai pas fait beaucoup de méditation, mais je suis persuadé qu'il y en a qui en ont fait beaucoup ici dans la salle, et j'imagine que c'est ça qu'ils ressentent aussi au moment finalement où on s'abandonne, où on est présent au monde, on sent il y a une certaine jouissance, quoi. On se sent traversé, on se dilate. Et bon, moi, il m'arrive d'avoir ces moments de grâce aussi, où là, j'irais une forme de rencontre avec l'arbre, de présence mutuelle peut-être, opère. Voilà. Et donc j'invite chacun à vivre ces formes de bonheur. Et je dois avoir fini, ou presque, voilà, juste finir les 2 livres, et puis bon, je fais pas de la pub, mais bon, bah alors peut-être quand même un petit peu, quoi. Mais donc le prochain livre qui sort, c'est au mois de mai, qui s'appelle Penser comme un arbre. Bon, avec des intitulés quand même, vous aurez bien compris, qui sont certes accrocheurs, mais qui me servent à décortiquer justement, pour voir qu'est-ce qu'on peut dire de cela. Et voilà, et ça me donne l'occasion d'en faire un livre. Et c'est fini, voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.